Quand je suis allé à ma maison au bord du lac, mon papier peint avait été remplacé. Ma sœur a dit, nous vivons ici, donc je l'ai remplacé parce qu'il était laid. Tu nous dois 4200 $. J'ai copié les images de vidéosurveillance pour la police. Une semaine plus tard, sa vie est devenue un enfer. Je m'appelle Penelope Anderson, j'ai 34 ans, et je travaillais comme analyste financière dans le Nevada. J'avais une sœur cadette nommée Abby. Elle avait 31 ans, était mariée à un homme, Jacob, et ils avaient 2 enfants ensemble. Nos parents l'avaient toujours traitée comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Il y a quelques années, j'ai accompli quelque chose dont j'étais vraiment fier. J'ai économisé mon argent, chaque centime que je pouvais mettre de côté de mon salaire, et je me suis acheté une maison de campagne au bord du lac Tahoe. Elle n'était ni immense ni luxueuse, mais c'était la mienne. Je l'ai décorée exactement comme je le voulais. Des murs beige apaisants, un magnifique canapé dans le salon qui m'a coûté 3 mois de salaire, un atelier au 2e étage où je pouvais peindre et simplement respirer. Cette maison est devenue mon refuge personnel, l'endroit où j'allais quand le travail devenait trop stressant ou quand j'avais besoin de me vider la tête. Mes parents vivaient à proximité, à Reno, et Abby et sa famille louaient un logement de l'autre côté de la ville. Je les voyais surtout pendant les vacances. Les choses allaient bien, du moins c'est ce que je pensais. Puis, ce mardi matin-là, mon téléphone a sonné. C'était Abby. « Salut, Pen », dit-elle en utilisant ce surnom que je n'ai jamais aimé. « J'ai des nouvelles. Nous emménageons dans ta maison du lac Tahoe demain. » J'ai failli laisser tomber mon café. Quoi? Ouais, le loyer de notre appartement est beaucoup trop cher. Nous ne pouvons plus nous le permettre, alors nous nous installons dans ta maison. C'est logique, non? Tu ne l'utilises presque jamais. Mon cerveau essayait de comprendre. Abby, tu ne peux pas simplement t'installer chez moi. C'est ma maison. Oh, et au fait, continua-t-elle comme si je n'avais même pas parlé, j'ai déjà fait faire quelques travaux. Le papier peint de la salle à manger était tellement ennuyeux, alors je l'ai fait remplacer par ce truc métallique argenté vraiment cool. C'est magnifique. Et ce canapé à toi dans le salon, je l'ai fait retapisser. C'est beaucoup mieux maintenant. Oh, et il faut que tu me transfères 4200 $ pour les entrepreneurs. Ils ont fait un excellent travail. Je me suis assise. J'ai dû m'asseoir. Abby, de quoi parles-tu? Qui t'a donné la permission de faire tout ça? La permission? Elle a ri. Pen, ne sois pas dramatique. J'ai eu le double des clés par papa. Maman et papa pensent que c'est une excellente idée. Nous sommes une famille, tu devrais nous aider. Puis elle a raccroché. Juste comme ça. Je suis resté là, à regarder mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, savais-tu qu'Abby essaie d'emménager dans ma maison? Oh, oui, ma chérie, dit maman de cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que j'accepte quelque chose. Elle nous a tout raconté. C'est vraiment la meilleure solution. Leur loyer est si élevé et tu n'utilises presque jamais cette maison. Elle reste là, vide la plupart du temps. C'est ma maison, maman. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Eh bien, oui, mais la famille est de la famille. Tu sais à quel point Abby a du mal avec 2 enfants, et c'est une si grande maison pour une seule personne qui ne vient presque jamais. Elle a engagé des entrepreneurs. Elle a changé le papier peint et mon canapé. Elle la rend juste plus accueillante pour les enfants. Tu devrais voir ça, c'est charmant. Abby a tellement bon goût. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas nouveau. C'était la même chose qui s'était produite toute ma vie. Quand Abby a emprunté mes bijoux pour un rendez-vous et les a rendus cassés, maman a dit que je devais lui pardonner. Quand Abby a pris ma voiture pour ce qui était censé être un week-end et l'a gardée pendant 3 mois, la rendant avec une énorme bosse sur le côté, papa a dit que c'était juste un accident et que je ne devais pas en faire toute une histoire. Quand Abby a porté ma robe préférée à une fête et a renversé du vin dessus, ils lui ont acheté une nouvelle tenue et m'ont dit que la robe était vieille de toute façon. Maman, c'est différent. C'est ma maison. Pénélope, ne sois pas égoïste. Abby en a besoin. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Tout mon corps était brûlant de colère. J'ai rappelé Abby. Cette fois, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone. J'avais le sentiment que j'aurais besoin d'une preuve de cette conversation. Tu as parlé à maman, demanda Abby quand elle décrocha.
Oui, et ma réponse est non. Tu ne peux pas emménager dans ma maison. Trop tard. Tout est emballé. Le papier peint est déjà posé. Le canapé est fait. Nous emménageons demain et tu me dois 4200 $. Je ne te dois rien. Sors de ma maison. Ça se fera, que ça te plaise ou non. Envoie-moi l'argent. Puis elle a de nouveau raccroché. J'ai attrapé mes clés de voiture. Je devais voir ça de mes propres yeux. Le trajet de Reno au lac Tahoe a duré environ 1 heure, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit tournait à toute vitesse tout le long du chemin. Comment osait-elle? Comment mes parents pouvaient-ils soutenir cela? J'y suis arrivé le soir. Le soleil commençait à se coucher sur le lac. La première chose que j'ai remarquée, ce sont de nouveaux stores aux fenêtres. Des stores que je n'avais pas achetés. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte d'entrée. Il n'y avait personne à l'intérieur. Il devait être retourné en ville pour quelque chose. Je suis entré et je me suis senti mal. Mes beaux murs beiges de la salle à manger avaient disparu. À leur place se trouvait cet horrible papier peint métallique argenté qui ressemblait à une boîte de nuit. Dans la cuisine, quelqu'un avait installé un casier à vin bon marché, et je pouvais voir des trous de perçage grossier dans le mur où il l'avait monté. Le salon était pire. Mon magnifique canapé, celui pour lequel j'avais économisé et que j'aimais tant, avait été retapissé dans un tissu horrible avec des motifs criards. On aurait dit quelque chose d'un motel bon marché. Je suis monté à mon atelier. Les murs blancs et calmes que j'avais peints avec soin étaient maintenant d'un jaune vif, pas un jaune doux, mais un jaune poussin éclatant et agressif. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai refoulées. Puis j'ai remarqué quelque chose dans le coin de la pièce, une petite caméra de surveillance. J'avais oublié celle-là. 4 mois auparavant, j'avais installé 6 caméras dans la maison pour la sécurité. Elles enregistraient automatiquement et sauvegardaient tout sur le cloud. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de sécurité. Mes mains tremblaient en faisant défiler les enregistrements. Il y a 10 jours, la vidéo montrait Abby se dirigeant vers ma porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. Elle a utilisé une clé pour entrer. Puis des entrepreneurs l'ont suivie à l'intérieur avec du matériel. J'ai augmenté le volume. Je veux que la salle à manger soit faite en argenté, disait Abby, quelque chose de moderne. Et ce canapé a besoin d'un tout nouveau rembourrage. Quelque chose avec de la couleur. Une autre vidéo la montrait au téléphone. J'ai reconnu la voix de mon père. Papa, tu devrais voir cet endroit. Quand nous emménagerons, ce sera à nous. Pénélope va être tellement choquée. Elle riait. Elle riait vraiment de me voler ma maison. Jacob est apparu à l'arrière-plan d'une vidéo. Abby, es-tu sûr de ça? Est-ce que Pénélope a vraiment dit que c'était d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça, dit Abby en agitant la main. Maman et papa sont de notre côté. Elle s'en remettra. J'ai pris des dizaines de photos de chaque pièce en ruine. J'ai sauvegardé toutes les vidéos de sécurité à 3 endroits différents. J'ai sauvegardé l'enregistrement de mon appel téléphonique avec Abby. Puis j'ai fermé la maison à clé et je suis retourné à Reno. Le lendemain matin, j'étais assise dans un fauteuil en cuir en face de Monsieur Harris dans son bureau du centre-ville de Reno. C'était un avocat que quelqu'un au travail m'avait recommandé quand j'avais demandé autour de moi. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-il en sortant un bloc-notes. Je lui ai tout montré. Les photos de ma maison en ruine, les vidéos de sécurité d'Abby faisant entrer des entrepreneurs et leur donnant des instructions, l'enregistrement où elle me réclamait 4200 $. Il a regardé la vidéo où Abby était au téléphone avec mon père. Quand elle a dit, quand nous emménagerons, la maison sera à nous, il a haussé les sourcils. Mademoiselle Anderson, c'est grave, a-t-il dit. Ce que votre sœur a fait constitue plusieurs crimes. Violation de propriété, pour commencer. Elle est entrée dans votre propriété sans permission. Vandalisme, parce qu'elle a endommagé vos biens. Et cette demande d'argent pourrait être considérée comme une tentative d'extorsion. Quelles sont mes options? Vous avez 2 voies principales. La première option est une poursuite civile. Nous poursuivons pour le coût de la restauration de la maison dans son état d'origine, plus une compensation pour votre détresse émotionnelle et tout autre dommage. La deuxième option, nous engageons la poursuite civile et nous déposons également des accusations criminelles. Cela signifie impliquer la police. Je n'ai même pas hésité. La deuxième,
je veux des accusations criminelles. Monsieur Harris a hoché la tête lentement. C'est l'option la plus sévère. Votre sœur pourrait se retrouver avec un casier judiciaire. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Elle s'en est tirée avec tout toute ma vie. Pas cette fois. Très bien, alors. Je vais préparer une réclamation officielle pour dommages et l'envoyer à votre sœur par courrier recommandé. C'est la première étape. Ensuite, nous déposerons une déclaration à la police. J'ai signé quelques papiers et lui ai fait un chèque pour la compte. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en ce qui concerne ma famille. J'avais l'impression d'avoir un certain contrôle. 4 jours se sont écoulés. Je suis allé travailler, je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Je n'ai appelé personne dans ma famille. Je n'ai répondu à rien. Puis mon téléphone a commencé à exploser. Abby a appelé 6 fois en 1 heure. Elle a envoyé texto sur texto. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. C'est ridicule. Tu es folle. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle avait reçu la lettre de Monsieur Harris. Je savais qu'elle paniquait maintenant qu'elle réalisait que ça n'allait pas disparaître. Puis ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'ai décidé que je voulais entendre ça. Pénélope, qu'as-tu fait? La voix de maman était stridente. Abby a reçu une lettre d'un avocat l'accusant de violation de propriété et de vandalisme. C'est scandaleux. Ce n'est pas scandaleux, maman. C'est la vérité. C'est ta sœur. Elle avait besoin d'aide. Tu as cette grande maison vide et elle a 2 enfants à charge. J'ai pris une profonde inspiration. A-t-il une raison pour laquelle tu as appelé, maman? Nous avons une réunion de famille demain à la maison du lac Tao, nous tous. Nous allons régler ça comme des adultes. Je viendrai, ai-je dit. Mais j'apporte quelque chose avec moi. Dis à Abby que c'est sa dernière chance. Si elle prend toutes ses affaires et par avant que j'arrive, j'abandonnerai les poursuites pénales. Si elle ne le fait pas, elle devra faire face à de vraies conséquences. De la prison, maman. Un casier judiciaire. Maman m'a raccroché au nez. J'ai appelé Monsieur Harris et je lui ai parlé de la réunion. Il m'a dit d'être prudente et de ne rien accepter sans lui en parler d'abord. Il a également dit que la déclaration à la police était prête et qu'il l'avait déjà déposée. Le lendemain, je me suis rendu au lac Tao. Quand je me suis garé devant la maison, j'ai vu un grand VUS garé dans l'allée, la voiture de mes parents. Je me suis dirigé vers la porte et je suis entré. Ils attendaient tous dans le salon. Maman, papa, Abby et Jacob. Il y avait des boîtes empilées dans le coin, leurs affaires. La voilà, dit papa. Sa voix était froide. Assieds-toi. Nous devons parler de cette histoire de procès absurde. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Abby doit partir. Nous avons déjà emménagé, dit Abby. Elle avait les bras croisés et avait l'air défiante. La maison est faite comme nous le voulons. Nous restons. Cette maison appartient à toute la famille, dit maman. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Tu ne peux pas simplement mettre ta sœur à la porte. J'ai sorti un papier plié de mon sac à main. C'est l'acte de propriété de la maison. Vous voyez ce nom? Pénélope Anderson. Je suis la seule propriétaire. Pas vous. Pas papa. Pas Abby. Abby Harry. Ce bout de papier ne veut rien dire. Nous vivons déjà ici. Nous avons tout refait. Tu ne peux pas nous faire partir. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un autre document. C'est une déclaration de police. Elle mentionne la violation de propriété, les dommages matériels et la tentative d'extorsion. Toutes des accusations criminelles. Vous vous êtes créé un problème juridique, toi et Jacob, et si vous ne partez pas tout de suite, je vais aller jusqu'au bout. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Jacob est devenu blanc. Abby, tu m'avais dit que Pénélope était d'accord. Tu avais dit qu'elle avait dit que c'était bon. Elle ment, lui a crié Abby. C'est toi qui as menti, a crié Jacob en retour. Je t'ai demandé 3 fois si tu étais sûr et tu as dit que ta sœur était d'accord avec ça. Ils ont commencé à se crier dessus. Maman s'est mise à pleurer en disant que j'étais une fille terrible qui détruisait la famille. Papa secouait la tête en me disant que je me vengeais de ma sœur pour une offense imaginaire.
Puis quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert. 2 policiers se tenaient là, en uniforme. Un homme et une femme. Mademoiselle Penelope Anderson, a demandé l'officier masculin. Nous sommes ici au sujet d'une plainte pénale que vous avez déposée. Est-ce que mademoiselle Abby Thompson est ici? Je suis Abby Thompson, a dit ma sœur derrière moi. Sa voix tremblait maintenant. Mademoiselle Thompson, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste de police pour faire une déclaration concernant des accusations de violation de propriété et de dommages matériels. Le visage d'Abby est devenu rouge, puis blanc. C'est insensé. C'est ma sœur. Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Toutes les personnes, à l'exception de mademoiselle Anderson, doivent quitter cette propriété immédiatement. Les objets que vous avez apportés doivent rester ici. Ils seront saisis comme preuve. Ils ont escorté tout le monde dehors. Maman pleurait. Papa criait. Jacob avait l'air de vouloir disparaître. Abby me criait encore des menaces alors qu'il l'emmenait vers la voiture de police. Le lendemain, j'ai appelé Monsieur Harris depuis mon appartement à Reno. Puis-je commencer à réparer la maison maintenant, ai-je demandé. Je veux me débarrasser de cet horrible papier peint et réparer le canapé. Ne touchez à rien pour l'instant, a-t-il dit. Les dommages causés par votre sœur sont notre principale preuve. Nous en avons besoin exactement tels quels pour le procès. Je sais que c'est difficile, mais vous devez attendre. J'étais déçu. Chaque fois que je pensais à cette maison avec son papier peint argenté et ses murs jaunes vifs, je me sentais mal. Mais je comprenais. Les preuves étaient les preuves. Alors, j'ai attendu. Je suis allé travailler tous les jours. J'ai évité les appels de mes parents. Je ne suis pas allé à la maison du lac Tahoe parce que je ne supportais pas de la voir dans cet état. Monsieur Harris me tenait au courant de tout. Abby avait engagé un avocat. Mes parents aidaient à le payer. Bien sûr, ils aidaient toujours Abby. 3 mois plus tard, le procès a eu lieu. Je portais un tailleur professionnel et j'ai retrouvé Monsieur Harris au palais de justice. Mes parents étaient déjà là, assis derrière Abby. Jacob n'était pas avec eux. J'ai appris plus tard qu'il avait demandé le divorce la semaine après la venue de la police. Il voulait la garde exclusive des enfants et il utilisait le comportement criminel d'Abby comme raison. Un type intelligent. Il avait finalement compris qui il avait épousé. Le procès a commencé. L'avocat d'Abby a essayé de faire passer ça pour un malentendu familial. Il a dit qu'Abby pensait avoir la permission parce que ses parents lui avaient donné la clé. Il a dit qu'elle essayait juste de rendre la maison plus agréable. Il a dit que l'argent qu'elle avait demandé était raisonnable parce qu'elle avait payé des entrepreneurs. Puis Abby est montée à la barre. Elle pleurait. Elle a dit que je l'avais trahi. Elle a dit que la famille était censée s'entraider. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que sa propre sœur lui faisait ça. Mes parents hochaient la tête, me regardant comme si j'étais la criminelle. Puis ce fut le tour de Monsieur Harris. Il a installé un grand écran dans la salle d'audience. J'aimerais montrer quelques séquences de sécurité de la propriété de mademoiselle Anderson. Il a diffusé les vidéos. D'abord, celle montrant Abby ouvrant la porte avec la clé et faisant entrer des entrepreneurs. Puis celle où elle leur donnait des instructions pour tout changer. Puis la plus importante, la vidéo où elle était au téléphone avec mon père. Sa voix a résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience. « Papa, tu devrais voir cet endroit. Pénélope va être tellement choquée. Quand nous emménagerons, la maison sera à nous. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage d'Abby est devenu rouge. Son avocat a baissé les yeux sur ses papiers. Ma mère a cessé de hocher la tête. Quand nous emménagerons, la maison sera à nous, a répété Monsieur Harris. Pas quand nous visiterons. Pas quand nous l'emprunterons. Quand nous emménagerons, Madame Thompson avait bien l'intention de prendre possession permanente de la propriété de sa sœur. Il a diffusé l'enregistrement audio de notre appel téléphonique où Abby exigeait $4200. Sa voix semblait agressive et autoritaire. Rien à voir avec la victime en pleurs qu'elle avait prétendu être à la barre. Le jury est allé délibérer. Ça ne leur a pas pris longtemps. 40 minutes peut-être. Nous déclarons l'accusé coupable. Abby s'est remise à pleurer. De vrais pleurs cette fois, pas les faux de tout à l'heure. Le juge l'a regardée sans sympathie. Mademoiselle Thompson, vous êtes condamnée à 2 ans de probation.
vous aurez un casier judiciaire. Dans l'affaire civile, vous êtes condamné à payer 83 000 $ en compensation à mademoiselle Anderson pour les dommages matériels, les frais de justice et la détresse émotionnelle. 83 000 $. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. M. Harris avait fait ses devoirs sur le coup de la réparation de tout, plus les dommages-intérêts punitifs. Abby s'est effondrée sur sa chaise. Son avocat lui parlait, mais elle n'écoutait pas. Ma mère sanglotait. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Après le procès, mes parents ont essayé de m'approcher dans le couloir. Je suis passé devant eux sans dire un mot. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des choses par des parents. Le divorce de Jacob s'est fait rapidement. Il a obtenu la garde exclusive des 2 enfants. Abby a dû vendre sa voiture pour commencer à payer la dette. Elle a vendu des bijoux, des meubles, tout ce qui avait de la valeur. Elle a contracté un prêt pour le reste. Elle est retournée vivre chez nos parents parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Mes parents ont dit à tout le monde qu'ils connaissaient que j'avais trahi ma sœur. Ils ont dit que j'étais cruel et sans cœur. Mais voici ce qu'il en est des petites communautés. Les nouvelles vont vite. Les gens ont découvert ce qui s'était réellement passé. Ils ont vu les documents du tribunal. Ils ont entendu parler des images de sécurité. Soudain, mes parents n'étaient plus invités à des choses. Les gens de leur église ont cessé de s'asseoir près d'eux. Leurs amis ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Ils avaient soutenu Abby qui me volait et maintenant ils en subissaient les conséquences. J'ai supprimé tous les contacts de mon téléphone. Maman, papa, Abby, tous les parents qui m'avaient traité de sans cœur pour avoir porté plainte. J'en avais fini avec eux tous. Un mois après la fin du procès, j'ai enfin pu réparer ma maison. J'ai engagé des professionnels pour enlever cet horrible papier peint argenté et en mettre un calme et magnifique. J'ai fait restaurer le canapé dans son rembourrage d'origine. J'ai repeint l'atelier d'une couleur crème douce. J'ai réparé les trous de perçage dans le mur de la cuisine et je me suis débarrassé de ce casier à vin bon marché. Quand ce fut terminé, la maison était encore plus belle qu'avant. J'ai commencé à y aller la plupart des week-ends. Juste moi. J'ai fait changer les serrures et j'ai obtenu de nouveaux codes de sécurité. J'étais la seule personne à avoir les clés maintenant. La seule personne qui aurait jamais les clés. La semaine dernière, une cousine m'a appelé. Nous étions restés en contact parce qu'elle m'avait soutenu pendant tout ce temps. Elle m'a dit qu'Abby vivait dans le grenier de mes parents. Ils l'avaient aménagé en chambre pour elle. Elle cumulait 3 emplois pour rembourser le prêt. L'un d'eux était un travail de nuit au supermarché, à remplir les rayons de minuit à 6 heures du matin. 6 mois après le procès, je menais une vie complètement différente. Ma maison du lac Tahoe était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit, un véritable refuge. J'y allais presque tous les week-ends maintenant. Parfois, je peignais dans mon atelier. Parfois, je m'asseyais simplement sur la terrasse et je regardais le lac. La maison me semblait à nouveau mienne, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Le travail se passait bien. J'avais obtenu une promotion au poste d'analyste senior. Mon patron avait remarqué que je semblais plus concentrée, plus confiante. Je ne lui ai pas parlé du drame familial. J'ai juste fait mon travail mieux que je ne l'avais jamais fait. Je m'étais fait de nouveaux amis aussi. Des gens que j'ai rencontrés par le biais d'un groupe de randonnée au lac. Nous partions ensemble sur les sentiers le samedi matin. Ils ne savaient rien de mon passé. Ils me connaissaient juste comme Pénélope, la femme qui aimait le plein air et faisait de terribles blagues sur les feuilles de calcul. Mes parents ont continué à essayer de me joindre pendant les premiers mois après le procès. De longs courriels sur la famille et le pardon. Des messages vocaux de ma mère pleurant sur la façon dont j'avais déchiré la famille. Mon père laissant des messages disant que je devrais avoir honte. J'ai tout supprimé sans lire ni écouter. Au bout d'un moment, ils ont cessé d'essayer. La cousine qui m'avait tenu informé m'en a dit plus sur la situation d'Abby. Elle vivait toujours dans le grenier, cumulant toujours 3 emplois. Le travail de nuit au supermarché, un service de déjeuner dans un restaurant, les week-ends dans un pressing. Elle avait l'air épuisée tout le temps. Les remboursements du prêt absorbaient presque tout ce qu'elle gagnait. Jacob s'était déjà remarié. Une femme qu'il connaissait du travail. Les enfants semblaient heureux d'après ce que ma cousine a dit. Ils vivaient dans un beau quartier, et la nouvelle femme de Jacob était apparemment très bonne avec eux.
Abby avait un droit de visite supervisé un week-end sur 2, mais c'était tout. Le casier judiciaire avait détruit toute chance qu'elle avait d'obtenir la garde réelle. La vie sociale de mes parents s'était complètement effondrée. Ma mère avait essayé d'aller à l'épicerie locale et avait rencontré certaines de ses anciennes amies. Elles se sont détournées et ont marché dans une autre allée. Mon père avait été prié de démissionner d'un comité dont il faisait partie depuis des années. Personne ne voulait être associé à eux. J'ai entendu tout cela par ma cousine, et je ne me suis pas senti mal à ce sujet. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient toujours choisi Abby plutôt que moi. Ils m'avaient dit toute ma vie de lui pardonner, de laisser les choses aller, d'être la plus intelligente. Eh bien, j'avais été la plus intelligente pendant 34 ans. J'en avais fini. Ma maison était magnifique maintenant, meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. J'avais engagé un architecte d'intérieur pour m'aider à tout refaire. La salle à manger avait un papier peint élégant en gris doux. Le salon avait mon canapé restauré, plus de nouveaux fauteuils qui s'accordaient parfaitement. La cuisine avait les trous réparés, et j'avais installé un vrai casier à vin qui avait vraiment l'air bien. Mon atelier à l'étage était peint dans cette couleur crème douce, et j'avais ajouté un meilleur éclairage pour la peinture. J'avais également mis à niveau le système de sécurité. Plus de caméras, de meilleures serrures, un nouveau système d'alarme. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que je voulais me sentir complètement en sécurité. C'était mon espace, mon sanctuaire. Personne ne me le prendrait à nouveau. Le mois dernier, j'étais au supermarché près de mon appartement à Reno. Il était tard, peut-être 22 heures. J'avais besoin de lait et de pain pour le matin. Je marchais dans l'allée des céréales quand je l'ai vue. Abby. Elle portait un gilet bleu d'employé, en train de remplir les rayons. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air maigre, fatiguée, plus âgée que 31 ans. Elle avait ce regard que les gens ont quand ils travaillent trop dur et dorment trop peu. Elle m'a vu en même temps que je l'ai vue. Nous nous sommes figés toutes les deux. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait dire quelque chose, peut-être me crier dessus, peut-être se mettre à pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé avec ses yeux vides, puis s'est retournée vers ses boîtes et a continué à remplir les rayons. J'ai fini mes courses et je suis parti. En rentrant chez moi, j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Est-ce que j'avais de la peine pour elle? Non. Est-ce que je me sentais coupable? Non. Est-ce que j'ai ressenti de la satisfaction en la voyant comme ça? Pas vraiment. Je ne ressentais juste rien. Elle avait essayé de prendre quelque chose qui était à moi. Elle avait pensé qu'elle pourrait s'en tirer parce qu'elle l'avait toujours fait auparavant. Elle s'était trompée. Parfois, ma cousine me demande si j'ai déjà pensé à renouer avec ma famille, à essayer de me réconcilier. Je lui donne toujours la même réponse. Non, ils m'avaient montré qui ils étaient. Abby m'avait montré qui elle était. Je les ai crus. J'avais ma maison sur le lac. J'avais ma carrière. J'avais mes nouveaux amis qui ne venaient pas avec des décennies de bagages et de ressentiments. J'avais la paix. C'était plus que suffisant. Les gens parlent de la famille comme si c'était tout. Comme si le sang signifiait que vous devez tout pardonner. Mais j'ai appris quelque chose à travers tout cela. La famille est censée vous respecter, vous soutenir, pas vous voler, pas s'attendre à ce que vous sacrifiez tout pendant qu'ils prennent et prennent et prennent. J'avais passé 34 ans à être la responsable. Celle qui cédait, celle qui pardonnait. J'en avais fini avec cette version de moi-même. Maintenant, j'étais juste Pénélope. La femme avec la belle maison sur le lac Tahoe. L'analyste financière senior. La conteuse de blagues terribles sur les sentiers de randonnée. La personne qui avait appris à fixer des limites et à les respecter. Et je dormais mieux que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Abby cumulait 3 emplois dans le grenier de mes parents, remboursant une dette qu'elle avait contractée en essayant de me voler. Mes parents étaient isolés et seuls, faisant face aux conséquences d'avoir toujours choisi la mauvaise fille à soutenir. Et moi, j'étais libre. C'était la fin de l'histoire. C'était mon histoire. Je n'ai regretté aucune des décisions que j'ai prises. Pas l'avocat, pas les poursuites pénales, pas le fait de les avoir tous coupés de ma vie. Certaines personnes pourraient penser que j'ai été trop dur, trop impitoyable. Ces personnes n'avaient jamais passé toute leur vie à passer après une sœur cadette gâtée. J'avais repris ma vie en main. Ma maison, ma tranquillité d'esprit, mon amour-propre.
Et je n'allais plus jamais rien abandonner de tout cela.